Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment important qui concerne beaucoup de monde, ce lien vital entre le diabète et une molécule assez incroyable que notre corps fabrique tout seul, le glutathion. Bonjour. Oui, tout à fait. Une molécule endogène, comme on dit. C'est ça. On a regardé pas mal de documents, des sources médicales, scientifiques pour préparer cette discussion. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi cette connexion est si pertinente. Surtout quand on sait que le diabète, c'est pas juste une affaire de sucre. Non, loin de là. Il y a toutes les complications qui peuvent survenir derrière. Exactement. Donc notre objectif aujourd'hui, décrypter un peu ce rôle protecteur du glutathion, voir pourquoi les niveaux chutent chez les diabétiques et comment, d'après ce qu'on a lu, on pourrait peut-être soutenir les défenses naturelles du corps. Alors, on y va. On décortique ça. Allons-y. Bon, pour commencer, un petit rappel rapide peut-être sur le diabète. En gros, c'est quand le corps a du mal à gérer le sucre, le glucose, il y en a trop dans le sang. C'est exactement ça. Normalement, il y a l'insuline, une hormone, qui est là pour aider ce sucre à entrer dans nos cellules, pour leur donner de l'énergie, quoi. D'accord? Le souci, c'est que dans le diabète de type 1, le corps ne produit quasiment plus d'insuline. Et dans le type 2, qui est beaucoup plus courant, le corps en produit, oui, mais les cellules, elles deviennent comme sourdes, résistantes. Elle n'écoute plus l'insuline. Voilà, elles répondent mal. Du coup, le sucre, au lieu d'entrer dans les cellules pour les nourrir, il reste dans le sang. D'où l'hyperglycémie. Et ce n'est pas anodin comme problème de santé. Les chiffres qu'on a vus sont assez dingues, non? En Amérique du Nord, on parle d'une personne sur 3 environ, qui serait soit diabétique, soit prédiabétique. C'est énorme. C'est considérable. Et un point vraiment fondamental, qui est peut-être moins connu, mais qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est que le diabète, ça va quasi toujours de pair avec un niveau élevé de stress oxydatif. Le stress oxydatif. Quesaco. Alors, imaginez une sorte de déséquilibre permanent dans le corps. Il y a trop de molécules un peu agressives, les radicaux libres. Ah oui, on en entend parler de cela. Voilà. Et pas assez de systèmes de défense pour les neutraliser, les antioxydants. Ce déséquilibre chronique, ça abîme les cellules à petit feu. Et les personnes diabétiques y sont particulièrement exposées. C'est vraiment la toile de fond pour comprendre la suite. D'accord, très clair. Alors, justement, venons-en à cette fameuse molécule, le glutathion. Si je comprends bien, c'est un truc que toutes nos cellules fabriquent naturellement. Et c'est vital. Vital, oui, le mot n'est pas trop fort. Son importance, elle se reflète dans la recherche. Si on regarde sur PubMed, la grosse base de données médicales, Oui. on trouve plus de 180 000 publications scientifiques sur le glutathion. C'est colossal. Ah oui, quand même. 180 000. Pour donner une idée, c'est plus que les articles sur la vitamine C et la vitamine E réunis. Incroyable. Ça montre bien que c'est pas juste un petit joueur, quoi. Absolument pas. C'est un acteur central. Et pour se rappeler un peu ce qu'il fait, les sources mentionnent un moyen simple, un acronyme IDEA. Exactement, c'est facile à retenir. Alors, I comme immunité, le glutathion, c'est, disons, le carburant essentiel de nos cellules immunitaires. Si on en manque, nos défenses, elles sont moins efficaces. Logique. D pour détoxification. Là, c'est notre système de nettoyage numéro 1, après l'eau. Il aide le corps à neutraliser, à éliminer plein de trucs, polluants, toxines, métaux lourds, même des résidus de médicaments. Un vrai nettoyeur, ouais. Ensuite, E pour énergie. Il protège les petites usines à énergie dans nos cellules, les mitochondries. Elles produisent de l'énergie, mais ça génère aussi des déchets, oxydants. Le glutathion les protège de ces dégâts. Mhm. Et enfin, A pour antioxydant. Et là, on l'appelle souvent l'antioxydant maître. Maître, pourquoi maître? Parce qu'il a cette capacité assez unique de recharger, de régénérer d'autres antioxydants importants, comme les vitamines C et E, une fois qu'ils ont fait leur travail. Quand le glutathion vient à manquer, c'est tout le réseau de défense antioxydante qui commence à flancher. D'accord. Le tableau est posé. On a d'un côté le diabète, avec ce fameux stress oxydatif qui est très élevé, C'est ça? et de l'autre, le glutathion, notre super protecteur, l'antioxydant maître. Alors, logiquement, qu'est-ce qui arrive aux réserves de glutathion chez quelqu'un qui est diabétique? La logique est assez directe et elle est confirmée par énormément d'études, puisque le glutathion est en première ligne pour combattre ce stress oxydatif intense et permanent, il s'épuise plus vite. Il est sursollicité en quelque sorte. Exactement. Il est surutilisé.
Et donc, le constat qui revient dans toutes les recherches depuis des années, c'est que les personnes diabétiques ont en moyenne un déficit mesurable en glutathion. C'est plus une hypothèse, c'est vraiment un fait établi. Et ce manque, ce déficit, j'imagine que ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, ça a des conséquences réelles sur la santé. Malheureusement, oui. Ce manque de protection rend les cellules, partout dans le corps, plus fragiles, plus vulnérables aux dommages. Et c'est là que ça devient vraiment préoccupant. C'est-à-dire? Plusieurs recherches ont montré une corrélation assez nette. Plus le niveau de glutathion est bas chez une personne diabétique, plus son risque de développer des complications liées au diabète est élevé. C'est un facteur de risque en soi. D'accord. Risque de complications, ou même pour suivre comment la maladie évolue sous traitement. Intéressant. Et il y a aussi une dimension génétique apparemment. On n'est pas tous égaux pour fabriquer et utiliser notre glutathion. Certaines variations dans nos gènes font que notre système glutathion est un peu moins performant d'origine. Mhm. Et il se trouve que certaines de ces variations génétiques sont associées à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. Ça montre un lien vraiment profond entre les deux. C'est fascinant ça. Donc le fait même d'avoir trop de sucre dans le sang, l'hyperglycémie chronique, ça attaque directement nos réserves de glutathion. Oui, il y a une relation inverse qui a été bien démontrée. Quand le glucose sanguin est élevé, le glutathion a tendance à baisser. C'est un peu un cercle vicieux. Comment ça marche, ce lien direct? Il y a plusieurs mécanismes. Déjà, le sucre en excès peut lui-même s'oxyder et créer des radicaux libres qui vont venir consommer le glutathion. Et puis, le stress oxydatif général causé par le diabète épuise les réserves plus rapidement. On le voit aussi très bien avec l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c. Oui, ce marqueur du contrôle sur plusieurs mois. Exactement, un A1C élevé est très souvent associé à un glutathion bas. Et inversement, un bon contrôle glycémique semble aider à préserver un peu mieux le glutathion. Mais bon, le stress oxydatif de fond lié au diabète reste un défi constant pour ces réserves. D'accord. Bon, alors, la question qui brûle les lèvres, c'est si on arrivait à remonter ces niveaux de glutathion, est-ce que ça pourrait aider à contrôler directement le sucre? Est-ce que c'est une nouvelle façon de gérer la glycémie, en fait? Alors ça, c'est le point vraiment essentiel à comprendre et les sources insistent beaucoup dessus. L'objectif principal, quand on cherche à augmenter le glutathion chez une personne diabétique, ce n'est pas en priorité de faire baisser le chiffre de la glycémie sur le lecteur. Ah, d'accord. C'est pas ça le but premier. Non. Même si certaines études suggèrent qu'il pourrait y avoir un petit effet, ce n'est vraiment pas l'enjeu principal. Le vrai bénéfice visé, la stratégie, c'est de protéger l'organisme contre les conséquences dévastatrices du diabète à long terme. Les fameuses complications. Voilà, c'est réduire le risque de développer ces complications qui, elles, altèrent vraiment la qualité de vie et réduisent l'espérance de vie. C'est une approche de prévention des dommages collatéraux, si on veut. D'accord, c'est plus clair. Et quelles sont ces complications majeures, justement, celles contre lesquelles le glutathion pourrait offrir une protection? On peut les regrouper en deux grandes catégories d'après nos lectures. La première, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. On parle d'immunocompromission. Mhm. Les personnes diabétiques sont plus fragiles face aux infections. Elles les attrapent plus facilement et elles peuvent être plus sérieuses. On pense aux infections des pieds, bien sûr, c'est connu, mais aussi les infections de la peau, les infections urinaires qui reviennent tout le temps, les mycoses. Le I de IDA, immunité. Exactement. Un manque de glutathion fragilise cette première ligne de défense. Et la deuxième catégorie de complications? La deuxième, et c'est vraiment celle qui cause le plus de problèmes graves et de décès chez les diabétiques, c'est l'atteinte du système cardiovasculaire, les vaisseaux sanguins. Ah oui? Ça touche aussi bien les gros vaisseaux, les artères principales, on parle de macrovasculaire, ce qui augmente énormément le risque d'AVC, d'infarctus du myocarde, Crise cardiaque, ouais. que les tout petits vaisseaux, les capillaires. Ça, c'est le microvasculaire, avec des conséquences tout aussi graves sur le long terme pour les organes. Ça donne froid dans le dos. Mais comment concrètement le manque de glutathion favorise ces problèmes de vaisseau? C'est quoi le mécanisme là-dessous? C'est une cascade d'événements où le stress oxydatif est vraiment le déclencheur. Imagine la paroi interne de tes artères, c'est comme un revêtement hyper lisse, très fin, qu'on appelle l'endothélium. Ok. Ce revêtement, il est super sensible aux attaques des radicaux libres. Chez une personne diabétique, avec beaucoup de stress oxydatif et peu de glutathion pour protéger, cet endothélium est constamment agressé. Il s'abîme, il s'enflamme. C'est un peu comme si la tuyauterie devenait rugueuse à l'intérieur. Une image parlante, la tuyauterie. Oui, et sur ces zones abîmées, enflammées,
Les graisses qui circulent dans le sang, comme le cholestérol, vont avoir tendance à s'oxyder plus facilement. On appelle ça la peroxydation lipidique et à venir se coller, s'accumuler sur la paroi. Et ça forme des plaques. Exactement. Petit à petit, ça forme une plaque d'athérosclérose qui va rétrécir l'artère et finir par la boucher. Le glutathion, lui, il agit un peu comme un anti-rouille et un anti-inflammatoire pour cette paroi. Il freine l'oxydation des graisses, notamment grâce à une enzyme qui dépend de lui, la glutathion peroxydase, et il aide à calmer l'inflammation. S'il en manque, ce processus destructeur s'accélère. C'est beaucoup plus clair comme ça. Et est-ce que les études cliniques sur des patients confirment ce rôle protecteur? Oui, les données semblent assez solides. Il y a eu de grandes analyses qui compilent les résultats de plusieurs études. On appelle ça des revues systématiques. Et elles ont conclu qu'améliorer les niveaux de glutathion chez les patients diabétiques était associé à une diminution des complications cardiovasculaires, y compris moins de crises cardiaques. Ah oui, quand même. D'autres recherches ont même été jusqu'à dire qu'un faible taux de glutathion pouvait être vu comme un facteur de risque indépendant d'AVC chez les diabétiques, au même titre que l'hypertension par exemple. Ce n'est donc pas juste un détail. D'accord. C'est vraiment un facteur important. Et ça ne s'arrête pas aux gros vaisseaux. On retrouve le même genre de lien pour les autres complications microvasculaires, celles des petits vaisseaux. Par exemple, l'atteinte des reins, la néphropathie diabétique. Première cause d'insuffisance rénale, non, j'ai... Exactement, première cause de dialyse dans beaucoup de pays. Et là aussi, des études, y compris génétiques, montrent un lien avec un système glutathion qui fonctionne moins bien. Pareil pour les yeux, la rétinopathie diabétique. La première cause de cécité chez les adultes. Oui, chez les adultes en âge de travailler. Des niveaux bas de glutathion sont souvent retrouvés chez ceux qui ont une atteinte plus sévère. Et enfin, les nerfs, la neuropathie périphérique, ces douleurs, ces fourmillements, cette perte de sensibilité, Le diabète en est la cause numéro 1? c'est ça. Et devine quoi? Un faible glutathion est aussi associé à une neuropathie plus marquée. Certaines pistes de recherche suggèrent même qu'améliorer les niveaux de glutathion pourrait peut-être aider à soulager certains de ces symptômes neuropathiques. Le message est vraiment clair, hein. Le glutathion apparaît comme un bouclier essentiel contre une grande partie des dégâts à long terme causés par le diabète. Ce qui nous amène à la question très pratique. Comment on fait alors pour soutenir ces niveaux de glutathion? Surtout si on est diabétique. Est-ce qu'on peut aider notre corps à en fabriquer plus? C'est la question clé, effectivement. Le corps sait le faire, mais il a besoin des bons matériaux, des bonnes briques. Alors, les sources qu'on a consultées décrivent principalement deux approches pour essayer d'augmenter ces niveaux. La première, c'est une option médicamenteuse, la N-acétylcystéine, qu'on appelle souvent NAC. NAC, ça me dit quelque chose. Les médecins l'utilisent, non? Oui, c'est une molécule bien connue, utilisée dans des contextes précis, comme antidote en cas d'intoxication au paracétamol par exemple, ou pour fluidifier les sécrétions bronchiques dans certaines maladies pulmonaires. D'accord. Mais pour une utilisation au long cours, pour soutenir le glutathion au quotidien, c'est adapté? Il me semble qu'il y avait des limites. Exactement. Pour un soutien chronique, le NAC présente quelques inconvénients d'après nos sources. D'abord, son effet sur le glutathion est rapide, c'est vrai, mais il ne dure pas très longtemps. On parle de courte demi-vie. Faut en reprendre souvent alors. Bah oui, pour maintenir un niveau stable, il faudra en prendre plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas très pratique. Ensuite, comme tout médicament, ça peut avoir des effets secondaires, des troubles digestifs, des éruptions sur la peau. Et puis, beaucoup de gens n'aiment pas du tout son odeur et son goût de sucre. Ah oui, ça peut être rédhibitoire. Voilà. Donc, pour un coup de pouce au quotidien sur la durée, ce n'est généralement pas la solution qui est mise en avant dans ce contexte précis. Compris? Et quelle est l'autre piste alors? Celle qui serait plus adaptée à un usage prolongé? L'autre approche, qui est présentée comme plus physiologique et utilisable sur le long terme, c'est de fournir au corps ce qu'on appelle un précurseur naturel. L'idée, ce n'est pas de prendre du glutathion directement d'ailleurs, il serait mal absorbé par voie orale. Non? On donne les ingrédients, c'est ça? Exactement. On donne aux cellules les briques spécifiques dont elles ont besoin pour fabriquer elles-mêmes leur propre glutathion, au rythme de leurs besoins. C'est une approche plus douce. Les sources parlent en particulier d'un type bien spécifique d'isolat de protéines dérivé du lactosérum, le petit lait en fait. Mais attention, pas n'importe lequel. Un isolat de protéines de petit lait pour fournir les briques. Ça paraît logique. Mais il y a une condition importante, non? Une histoire de qualité, de préparation. Oui, et c'est un point absolument crucial qui revient sans cesse dans les sources. Pour que ce genre de précurseur protéique fonctionne,
Pour qu'il puisse réellement aider les cellules, il faut absolument qu'il garde sa structure naturelle. Il doit rester bioactif. Bioactif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imagine une clé très spéciale, la protéine, qui doit entrer dans une serrure, la cellule, pour délivrer son message, les briques. Si la clé est tordue, chauffée trop fort, cassée, elle ne rentre plus dans la serrure, elle ne sert à rien. Ok, je vois. C'est pareil pour cette protéine précurseur. Elle est très fragile. La chaleur, par exemple, celle de la pasteurisation classique qu'on utilise pour le lait, ou des procédés industriels un peu trop agressifs, ça peut la casser, la dénaturer. Et une protéine dénaturée, elle ne fait plus le job. Les briques nécessaires à la cellule pour fabriquer son glutathion. C'est pour ça que les sources insistent énormément sur l'importance capitale d'un processus de fabrication très contrôlé, très doux, pour préserver cette structure intacte. La qualité, le mode de préparation, c'est vraiment la clé de l'efficacité pour ce type de précurseur. Bien noté. C'est un point essentiel. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le glutathion, c'est vraiment pas juste une molécule parmi d'autres, c'est un gardien fondamental de nos cellules. Absolument. Chez les personnes diabétiques, son niveau est souvent bas à cause de ce stress oxydatif chronique. Et ce manque semble directement lié à un risque plus élevé de complications graves, cardiovasculaires en tête, mais aussi immunitaires, rénales, oculaires, nerveuses. C'est tout à fait ça. Et l'idée maîtresse qui ressort, c'est que chercher à soutenir ces niveaux de glutathion, via par exemple ces précurseurs naturels dont on a parlé, ce n'est pas tant pour faire baisser la glycémie tout de suite, Non, c'est pas l'objectif premier. mais plutôt pour investir dans la protection à long terme de l'organisme, pour le rendre plus résistant face aux dommages du diabète. C'est une stratégie préventive axée sur la préservation de la santé globale. Le corps sait faire son glutathion et on peut potentiellement l'aider en lui fournissant les bonnes briques de la bonne manière. Ça ouvre une perspective vraiment intéressante, je trouve. Ça complète la gestion indispensable du sucre au quotidien par une approche plus axée sur la résilience du corps, sur la protection contre les dégâts. C'est une vision complémentaire, oui. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Si ce fameux stress oxydatif est un acteur si central dans les complications du diabète, au-delà du soutien spécifique au glutathion, quelles autres habitudes de vie pourraient aider à le maîtriser au quotidien? On pense à l'alimentation, bien sûr, à l'exercice, peut-être à la gestion du stress. Qu'est-ce qui pourrait aider à réduire cette rouille interne, en quelque sorte? Excellente question pour continuer la réflexion. Voilà. Pour celles et ceux qui voudraient creuser un peu plus, consulter des informations complémentaires sur tout ce qu'on a abordé, on a mis un lien dans la description qui accompagne cette discussion. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse en profondeur. Merci.